pas la forêt. La forêt servait à faire des haies qui empêchaient le bétail de divaguer, fournissait du bois, fournissait aussi de la fertilisation pour les sols, ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Ils avaient compris qu'il fallait régulièrement laisser reposer le sol sous la prairie. Cette prairie, on la faisait brouter par du bétail. Ce bétail donnait du fumier. Et avec ce fumier, on refertilisait les sols. C'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est le modèle le plus productif au monde par mètre carré. Je vais vous donner un exemple très simple de modèle fait par des gens soi-disant ignorants. On va prendre le modèle aztèque, avant que les Espagnols cassent tout. C'est un modèle très astucieux. Vous plantez en même temps dans le même trou une graine de maïs, une graine de haricot. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le haricot s'associe avec une bactérie, le rhizobium, qui fixe l'azote. Donc il donne de l'azote au maïs. Le maïs grandit et entre les rangs de haricots et de maïs, vous mettez de la courge. Et vous récoltez sur le même champ de la courge, du haricot et du maïs. Il n'y a aucun système intensif qui n'est capable de produire autant au mètre carré. L'ennui, c'est qu'il n'existe pas de machine qui ramasse en même temps les haricots, le maïs et la courge. Ça, on n'a pas encore inventé. Donc, qu'est-ce que nous avons inventé? Nous avons inventé l'agriculture intensive. On a appelé ça intensive, elle n'est pas du tout intensive. Elle est intensive par paysan. Elle n'est pas intensive au mètre carré. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, avec la monoculture, c'est-à-dire un agriculteur qui va faire que du blé, il va être capable, à l'heure actuelle, un agriculteur en Amérique du Nord sur un gros domaine peut cultiver tout seul 500 hectares. Mais si vous ramenez à sa production agricole, elle est nulle par rapport à ce que faisait le paysan aztèque. Ou ce que faisait par exemple le balinais, un balinais qui fait 2 récoltes de riz par an, qui coupe les haies d'acacia, fixateurs d'azote, qui met sur le sol après la récolte de riz, fait passer les canards qui ramassent les grains de riz, qui font de la merde et qui font de l'engrais, il fait 120 quintaux de riz, 0 engrais. 120 quintaux de riz, 0 engrais. Alors, on a décidé d'avancer l'évolution verte. C'est-à-dire qu'on dit, ce modèle-là, c'est beaucoup trop compliqué. Nous allons retourner à l'époque du néolithique. C'est-à-dire, on va reculer l'agriculture de 6000 ans. On va retourner à l'époque où il y avait des chasseurs d'un côté, il y avait des éleveurs de l'autre. Alors, on a mis tous les cochons en Bretagne, on a mis tous les blés en Beauce. Alors d'ailleurs, ils se sont posés des problèmes parce que comme le taux de matière organique s'effondrait en Beauce, ils se sont dit on va peut-être faire des merdoducs qui emmèneraient la merde de cochon de Bretagne jusqu'en truc. Ils se sont rendus compte que ça coûtait quand même un peu cher. Donc maintenant, on fabrique des usines qui brûlent la merde de cochon pour pas polluer la Bretagne. Vous voyez, c'est très intéressant comme modèle. Donc on a reculé l'agriculture de 6000 ans et on a fait une énorme bêtise auquel tous ces agro-industries qui ne pensaient que business n'ont pas compris, ils ont violé les lois biologiques du sol et ils ont balancé des engrais chimiques dans les sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques, en particulier de l'azote? Vous allez provoquer une réaction qui est à l'opposé du système biologique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les champignons qui fabriquent de l'humus, vous allez multiplier les bactéries qui, elles, minéralisent l'humus et dégagent du gaz carbonique. Or, il se trouve que les champignons se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Et comment ils s'en sortent, les champignons? Comment ils font pour fabriquer de l'humus? Eh bien, ils vont être les seuls et uniques organismes à prendre la lignine qui vient des arbres. C'est pour ça que les anciens avaient créé l'équilibre agro-silvo-pastoral. Ils sont les seuls organismes à attaquer la lignine. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait très peu d'azote. Parce que s'il y a de l'azote, c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et lorsque vous mettez de l'engrais sur un sol, vous faites disparaître la matière organique sous forme de gaz carbonique. Dans un pays comme la France, nous sommes passés entre 1950 et maintenant de 4% de matière organique à 1,3%. Vous imaginez le dégagement de gaz carbonique que ça représente. L'agriculture intensive, la révolution verte, représente 40% du dégagement de gaz carbonique sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de matière organique dans un pays comme la France? La faune, qui se nourrit de la matière organique, elle peut plus se nourrir, donc elle meurt. Nous avons perdu 90% de nos animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand les animaux s'en vont? Plus de remontée biologique des éléments en surface. Ça veut dire que l'azote part dans les nappes phréatiques, le phosphore part dans la nappe, part dans la mer, la magnésie, etc. Dégradation, donc après la dégradation biologique, vous rentrez dans la dégradation chimique de vos sols. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez trop loin dans la dégradation chimique? Je vous ai expliqué que c'était le calcium, le fer et l'aluminium qui attachaient l'argile et l'humus. Eh bien, le calcium s'en va, l'argile n'est plus attachée aux humus, et c'est le spectacle que vous avez maintenant tous les jours sur toute la planète. Dès qu'il pleut, c'est dommage, je voulais vous montrer une photo, mais bon, pas réussi à l'extraire de mon petit campagnol. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les rivières sont pleines de boue. Et c'est devenu un spectacle tellement ordinaire de voir les rivières pleines de boue dès qu'il pleut, que pour tous les gens de la planète, c'est un phénomène tout à fait naturel. Or, lorsque vous avez la chance, comme j'ai pu le faire, de survoler des zones encore vierges, ça devient rarissime sur cette planète, eh bien, vous observez que partout où la planète est intacte, les rivières sont totalement transparentes. Dès que l'homme intervient avec l'agriculture, les rivières sont pleines de boue. Donc, nous perdons nos sols. Nous perdons nos sols simplement parce que nous n'avons pas respecté ces lois biologiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur? Il y a deux solutions.
où on considère qu'1 milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim et 3 milliards d'hommes qui sont carencés en un ou plusieurs éléments, c'est une chose naturelle avec laquelle on veut se faire. Alors nous avons une technique très simple, ça s'appelle les statistiques. Vous savez, Alfred Sauvy disait « Les statistiques sont des êtres fragiles et délicats qui, soumis à certaines tortures, sont prêts à avouer absolument tout ce que vous voulez. » Alors vous avez une façon très très simple de dire les choses. Il y a 1 milliard d'hommes qui crèvent de faim, 3 milliards qui sont carencés, c'est pas joli à présenter. Donc vous dites une chose très simple, vous dites le pourcentage d'hommes qui meurent de faim est plus faible qu'il n'était au début du XXe. Et hop, vous êtes sauvés, vous êtes tranquille. Le pourcentage est plus faible. Bon, il y a beaucoup plus d'hommes. En 1800, il y avait 200 millions d'hommes qui étaient affamés. Nous sommes 1 milliard. Mais pour quand même dire qu'on est toujours dans le progrès, on vous raconte que le pourcentage, vous voyez, comme il y avait 200 millions quand on était 1 milliard, ça faisait 20%. Maintenant, on n'a plus que 15% de gens qui crèvent de faim. Donc, c'est un gros progrès. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'en sort, ce qu'on appelle les statistiques. C'est très important pour les hommes politiques. On en a toujours besoin. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'humanité, il y a deux solutions. Ou on continue à donner cette agriculture aux grands groupes agro-industriels et attendez-vous à ce que la famine continue à augmenter. Ou les États décident de reprendre, enfin, et il serait temps, leur devoir numéro 1, je tiens à rappeler quand même, parce qu'on a tendance à oublier, je tiens à rappeler M. Quesnay, physiocrate, au XVIIIe siècle, avait fait une observation remarquable. Il avait dit, il n'y a qu'une seule industrie humaine qui donne plus, qui rend plus que ce que nous lui donnons, c'est l'agriculture. Lorsque je mets un grain de blé dans le sol, j'en récupère 100. Lorsque je fais de la filature, je pèse mon coton avant la filature et je pèse le tissu après la filature, j'ai pas d'augmentation de production. J'ai en fait, ça vient d'être expliqué juste à côté, nous avons perdu de l'énergie. Il n'y a qu'une seule industrie qui autrefois, c'est plus le cas maintenant depuis la Révolution verte, qui donnait plus que ce qu'elle recevait, c'était l'agriculture. Or maintenant, avec la Révolution verte, nous dépensons 8,5 calories fossiles pour produire 1 calorie agricole. Alors, M. Yves Cochet vient de nous dire qu'on s'approche du pic du pétrole. Je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir avec cette histoire-là. Alors, pour juste vous donner une petite idée, le hors-sol, la tomate hors-sol là, qui vous arrive du Maroc, 36 calories pour produire 1 calorie agricole. Donc, quand le pic du pétrole va arriver, je ne sais pas comment on va faire. Alors, où on se décide enfin, il y a deux choses à faire. Où on change l'agriculture, on passe à une agriculture biologique, on respecte les lois du sol, et on peut imaginer qu'on s'en passera. Deuxièmement, il va bien falloir restaurer les 2 milliards d'hectares de terre. Alors j'ai eu l'occasion de travailler pour la Banque mondiale nous avons désertifié avec la Révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terre. On a fait une étude avec la Banque mondiale, combien coûterait la restauration des terres latéritisées dans le bassin amazonien. C'est, selon l'état de dégradation, entre 1000 et 5000 euros de l'hectare. Donc 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares, là je laisse les économistes travailler, c'est pas mon job, 2 milliards d'hectares multipliés par 1000 euros, je pense que c'est une somme dans une période de crise financière qui est peut-être pas une somme très sympathique à donner à nos hommes politiques. Donc voilà, petite réflexion pour la discussion future.